Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, notre invité Didier Georges, secrétaire national du syndicat national du personnel de direction de l'éducation nationale, c'est-à-dire représentant des principaux de collège et des proviseurs de lycée. Didier Georges, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous-même proviseur d'un lycée culinaire. Hein, oui, dans le 17e, comment s'appelle votre lycée? Lycée Jean Drouin. Le lycée Jean Drouin, dans le 17e arrondissement de Paris. Vous-même, est-ce que vous êtes en grève? Oui, à titre personnel, à titre personnel, oui. Mais mes fonctions m'obligent à assurer quand même la sécurité des biens et des personnes et la continuité du service public. Donc je travaille avec mes collaborateurs pour que tout se déroule bien. Vous travaillez, vous êtes en grève, mais vous travaillez. C'est ça. C'est le cas. Il y a beaucoup de grévistes. C'est très suivi la grève chez les personnels de direction. C'est très difficile à savoir pour cette raison. Et en fait, fait, on ne sait pas. Oui, on voilà, sait pas évidemment. C'est très difficile à savoir et le ministère ne communique pas sur les chiffres des personnels de direction. Alors, en ce qui concerne les enseignants, nous avons des chiffres qui ont été donnés, chiffres du ministère. Alors, que disent-ils? 32% d'enseignants grévistes en moyenne, 32,71% dit le ministère, 35,35% dans le primaire et 30,09% dans le secondaire, donc collège et lycée. Vous êtes concernés. Les syndicats, eux, donnent d'autres chiffres et disent que ces chiffres tournent autour de 60%, au moins 60% de grévistes. Pourquoi cet écart entre les chiffres? Alors, la réalité est sans doute entre les deux. Oui. Parce que les modalités de calcul qui sont établies par le ministère, elles reposent... On saisit chaque matin dans une application dont le nom s'appelle Mozart, oui. On saisit le nombre de personnels absents. Mais on le saisit par rapport à un effectif global de personnel de l'établissement. Tous, sans exception. Or, je vais prendre mon exemple pour être très clair avec vos auditeurs. Ce mardi matin, précisément dans mon établissement scolaire, j'ai 67 enseignants au global, mais je n'en avais que 41 d'attendus qui faisaient des cours ce matin. Il y avait donc 41 enseignants qui étaient concernés par la journée ce matin. C'est cela. Donc quand je rentre 10 ou 12 grévistes par rapport à 65, ça ne donne pas le même taux que si c'est 10 grévistes par rapport à 41. Évidemment. Voilà. Bien, vous avez beaucoup de grévistes dans votre établissement? Assez peu ce matin, mais une école hôtelière, c'est un régime un peu particulier. Oui. Et vous vous êtes organisé, vous, dans votre établissement, vous proposez des cours distanciel. Alors aujourd'hui, on a fait le choix du distanciel puisque la situation qui était annoncée dans les transports et les modalités d'acheminement de mes élèves, moi je recrute sur l'ensemble de l'Île-de-France, fait qu'on a préféré privilégier la solution du distanciel. Oui, privilégier la solution du distanciel, privilégié de plus en plus depuis le Covid. Hein. Beaucoup d'établissements se sont organisés. Vous savez maintenant. Le Covid nous a imposé une modalité de travail qu'on ne connaissait pas auparavant. Je mettrais au défi quiconque de me parler de visioconférence avant la crise du Covid. On n'en faisait absolument jamais. Maintenant, c'est presque rentré dans les mœurs, hein, si je peux me permettre. Alors on l'évite le plus possible, parce que rien ne vaut le présentiel, rien ne vaut la présence physique d'un enseignant auprès de ses lycéens, de ses étudiants ou de ses collégiens. Néanmoins, dans une situation comme celle-là, quand on recrute très largement sur l'Île-de-France avec des élèves qui ont plusieurs dizaines de minutes, plusieurs heures parfois de transport le matin pour arriver au lycée, on vient de les mettre quand même dans des conditions satisfaisantes. Évidemment, évidemment. Didier Georges, donc aujourd'hui il n'y a pas d'élèves dans votre établissement? Alors j'en ai 2 qui sont venus. Ah bon? Il y en a 2 qui sont venus. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de la visioconférence chez eux, donc ils sont venus ils sont dans une salle avec tout l'équipement qu'on leur met à disposition pour suivre les cours à distance. Bon, et comment ça se passe pour tout le reste, toute l'organisation, le personnel autour Ça y est, on est rompu, on a des outils maintenant, on a un logiciel que tout le monde connaît, puisqu'il y a même de la pub à la télé, ce logiciel Pronote, et on peut saisir le lien de la visio qu'on organise, et puis chaque enseignant fait sa petite vidéo. C'est l'avenir d'ailleurs. C'est l'avenir de l'éducation. J'espère pas. Vous dire, je n'espère pas. Non, parce que encore une fois, je le répète, mais rien ne vaudra jamais la présence d'un enseignant qui peut s'asseoir à vos côtés pour vous aider et pour vous accompagner au mieux quand vous êtes en difficulté. Alors vous êtes responsable évidemment de votre établissement, de la vie dans votre établissement et autour de votre établissement. Quand un établissement est bloqué,
Oui. Est-ce que le principal, là, je m'adresse au secrétaire national du syndicat, est-ce que le principal ou le proviseur est responsable de ce qui se passe autour de l'établissement? Oui, alors on a une responsabilité qui est très mal définie juridiquement. Oui. On dit qu'on est responsable des abords immédiats de l'établissement scolaire. Des abords immédiats de Ouais. l'établissement. Et c'est un flou juridique absolu, puisque moi, je ne sais pas définir les abords immédiats. L'immédiateté de l'abord m'échappe complètement. Mais évidemment. Néanmoins, voilà, en fait, dès que visuellement on est en capacité de voir une situation qui serait alors discutable, contestable, illégale, enfin, voilà, on considère que ce sont les abords de l'établissement. Voilà. Vous Et voulez là, de- vous êtes responsable. Oui. Pour faire un trait d'humour, il vaudrait mieux être dans une impasse. Oui, on je pourrait comprends. mieux maîtriser la situation. Oui. Quand on est entouré par 3 grandes rues, ça devient plus compliqué. Ça devient plus compliqué et je ne sais pas, moi, s'il y a un trafic de drogue devant votre lycée, vous êtes responsable ou pas? Non. Alors responsable, non. Notre responsabilité, elle peut se limiter à simplement alerter les autorités. Hein. Alerter les autorités. On a maintenant dans tous les arrondissements de Paris, mais c'est vrai aussi n'importe où sur le territoire national, on a des relations police-école qui sont très collaboratives et maintenant, on a souvent le téléphone portable du commissaire, on a souvent la voilà. toxicomanie d'ailleurs dans les établissements, collège, lycée. C'est sociétal. C'est sociétal, mais vous y êtes confronté. Oui, un petit peu, oui, bien sûr. Un petit peu, oui, ouais. bien sûr. On Bien sûr. en a, et je peux pas vous dire si ça augmente ou pas. J'ai le sentiment qu'on a atteint un certain palier, mais j'ai aussi le sentiment que le palier est assez haut. Mais Oui, que le palier est assez haut. C'est plus une impression, ça repose pas sur des données scientifiques. Et que pensez-vous de l'intervention du député Boyard qui a appelé au blocus, notamment des lycées? Appelé au blocus et puis qui demande à chacun de publier, d'envoyer des vidéos pour témoigner du blocus et des vidéos seront tirées au sort et les gagnants iront visiter l'Assemblée nationale. Que pensez-vous de cette initiative? Il y a deux choses différentes. Hein. Mettre en jeu une visite de l'Assemblée nationale pour des lycéens, je crois que la majorité des établissements, en tout cas en Ile-de-France, mais c'est sans doute vrai aussi sur le territoire national, visiter l'Assemblée nationale, c'est tout à fait possible. Oui. Il suffit de passer par son député de circonscription, Oui, ils ont des créneaux, c'est organisé, il y a même un service dédié à l'Assemblée nationale. Bien sûr. Donc, j'allais dire, l'Assemblée nationale challenge me semble un peu discutable, encore que j'ai pas un avis très tranché sur cette question, je trouve ça discutable. Maintenant, appeler au blocus, nous, les chefs d'établissement, on est pour le respect, j'allais dire, du droit de grève ou du droit de blocus de tout le monde. Néanmoins, ça ne peut pas être au détriment de ceux qui veulent continuer à étudier, au détriment des élèves qui veulent entrer, qui veulent avoir leur cours et qui ont ce droit incontestable. Donc dès lors que ce blocus est véritablement un empêchement pour un certain nombre d'étudiants ou de lycéens ou de collégiens d'entrer dans leur établissement scolaire, on n'est pas d'accord avec cette position, c'est pas possible. De même que l'utilisation, et on l'a vu ces dernières années plutôt, de moyens, enflammer des poubelles qu'on va mettre devant un porche de lycée, une porte classée, je pense à certains lycées parisiens qui avaient des magnifiques portes qui étaient classées monuments historiques, etc., et qu'on enflamme pour faire un peu le buzz sur les réseaux sociaux. Nous, on est forcément totalement en désaccord avec la méthode. Que pouvez-vous faire lorsqu'il y a un appel comme ça au blocus, que des élèves de votre établissement organisent ce blocus? Que pouvez-vous faire? Vous êtes responsable. On travaille avec les autorités. Parce que on vous êtes recommande responsable de la situation. Bien sûr, monsieur. On recommande à nos collègues de ne pas se mettre en danger. C'est la première chose, parce que physiquement, on a déjà eu à travers le temps, sur les différentes séries de blocages qu'on a eues ces dernières années, des collègues qui ont été gravement blessés, parce qu'ils s'étaient interposés physiquement face à des bloqueurs. Il faut savoir que j'ai été très concerné par cela pendant quelques années, quand je travaillais sur la Seine-Saint-Denis, en particulier à Aubervilliers. On avait souvent des élèves qui venaient bloquer les établissements scolaires, mais qui n'étaient pas eux-mêmes des élèves de l'établissement scolaire. Évidemment. C'est un peu le phénomène des black blocs qu'on retrouve sur les manifestations. Il y a des choses qui s'organisent en sous-marin, et ils viennent, alors souvent avec plus de violence, souvent avec plus de radicalité, et ça nous met vraiment en difficulté, parce qu'en plus on n'a aucune autorité, nous en tant que proviseurs, sur ces individus qu'on ne connaît pas. Évidemment. Et ça c'est très difficile. Donc attention, d'abord, la première chose c'est de ne pas se mettre en danger, et puis la deuxième chose, c'est tout de suite avertir les autorités. Donc, selon, j'allais dire, le précepte qui est dicté par le préfet, l'intervention policière peut avoir lieu ou pas. C'est très variable en fonction des préfets, c'est très variable en fonction des recteurs aussi, d'académie. Certains sont beaucoup plus stricts.
sur cette question, et dès qu'il y a blocus d'établissement, dès qu'il y a empêchement pour certains élèves d'entrer dans l'établissement, ils demandent aux autorités de police de venir évacuer et de permettre à ceux qui le souhaitent d'entrer dans les établissements scolaires. Bien. D'autres sont plus sur la retenue, mais ça c'est une question de personne. J'imagine. Didier Georges, c'est passionnant. Nous apprenons beaucoup de choses et je voudrais terminer sur une enquête qui sera publiée demain. On va pas révéler tous les chiffres, mais il y en a un qu'on peut révéler ce matin, enfin dont on peut parler ce matin. Enquête autour de la laïcité dans vos établissements, c'est-à-dire collège et lycée. Hein, on est bien d'accord. Hein, tous les établissements du secondaire. Voilà, collège et lycée, tous les établissements du secondaire. Et le fait religieux prend de plus en plus de place dans vos établissements. Disons clairement les choses. Un chiffre, par exemple, 42% des établissements scolaires sont confrontés à des problèmes vestimentaires. Problèmes vestimentaires, on a très bien compris, qui servent à véhiculer des idées religieuses. C'est 42% des établissements. C'est cela. Donc c'est énorme. Syndicalement, avec le SNPDEN-UNSA, on a créé un observatoire national de la laïcité qui a conduit une enquête auprès de nos adhérents. Donc nous, on représente un peu plus de la moitié des adhérents. On a un taux de syndicalisation qui est tout à fait exceptionnel en France pour ce champ professionnel-là. Et on a obtenu un résultat incontestable scientifiquement, puisque 1000 établissements ont répondu dans des proportions qui sont tout à fait représentatives. Collège, lycée professionnel, cité scolaire, lycée polyvalent, etc. Et on arrive effectivement à ce que 42% de nos collègues ont rencontré depuis le mois de septembre un problème qui est lié à une tenue vestimentaire. Alors l'intitulé, pour vous le donner très exactement, c'est une tenue vestimentaire culturelle, mais qui peut être utilisée dans des manifestations cultuelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement, ça veut dire une abaya par exemple? Sans doute, il y a l'abaya et le camis qui sont les deux sujets dont on s'est emparé depuis le mois de septembre. Vos collègues vous en parlent souvent? Oui, parce que 42%, monsieur Bourdin. Oui, mais le problème c'est que faire? Alors pour l'instant, la loi de 2004 n'interdit pas les tenues culturelles. Simplement, on sait, vous comment et moi... Si vous êtes confronté à ce problème-là, comment faites-vous? Alors si on a vous interdisez le port sur le territoire national, il y a plusieurs types de situations, si vous me permettez. Quand on a 2-3 cas dans la semaine, un échange... Et ça peut se régler très rapidement par une simple discussion. Ça n'est pas la place, ça n'est pas le lieu. Tu manifestes ton appartenance religieuse de manière un peu trop ostensible. On souhaite que ça s'arrête. Et je pense que 8 fois sur 10, ça s'arrête. Il faut savoir que sur le territoire aujourd'hui, il y a des endroits où c'est pas 2-3 cas, c'est plus, et que c'est plus gérable par en tout cas, les chefs d'établissement que je représente ici ne peuvent pas gérer plusieurs dizaines de situations quotidiennes. Ben non. Voilà. Alors, qui doit gérer? Nous attendons un changement de la loi de 2004. Qu'est-ce que vous demandez? Un changement, une évolution de la loi de 2004. C'est-à-dire demander une interdiction totale. Une interdiction totale de... Avec elle intègre les nouveaux signes de manifestation d'une appartenance religieuse, puisque la loi, la laïcité, le principe de laïcité, c'est que chacun peut avoir ses propres convictions, et c'est ce que permet la laïcité sur un territoire comme la France, mais qu'on ne les affiche pas dans l'espace public. On ne les affiche pas à l'école. C'est-à-dire qu'on interdise la baya ou qu'on interdise le camis? On demande que le législateur se penche sur cette question, oui. Et on l'a demandé par une lettre ouverte au ministre de l'Éducation nationale. Et vous l'avez demandé à travers une lettre ouverte. Voilà. Vous avez une réponse? Non. Pas de réponse. Bon. Bah écoutez, merci Didier Georges d'être venu nous voir ce matin. Je vous en prie. Dans tous les cas, on va demain, je crois que vous publiez les résultats de cette enquête sur la laïcité dans vos établissements. Oui, le SNPDEN fera une conférence de presse demain matin, en fin de matinée, et on publiera la synthèse de l'ensemble des résultats, puisqu'il n'y a pas que des choses sur les tenues vestimentaires. J'imagine. Il y a les cours, certains cours, le contenu de certains cours, les cours de gym, la piscine. Il y a quelques grands sujets. Quelques grands sujets. Bien, merci beaucoup Didier Georges d'être venu nous voir ce matin. Vous êtes sur Sud Radio. Merci de nous accompagner tous les matins. C'était un plaisir d'être là depuis 10h30. C'est l'heure d'André Berkoff.